Soyez bienvenus, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International. Nous avons choisi, avec RFI et le quotidien Le Monde, de revenir sur un événement très commenté actuellement dans l'actualité. Il s'agit, pourrait-on dire, d'une forme de passé qui ne passe pas, c'est-à-dire le centenaire de ce que l'on appelle le génocide arménien, et nous verrons que ce terme pose problème, pose débat aujourd'hui. Nous avons donc choisi de consacrer l'émission avec Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayat du quotidien Le Monde, donc de revenir sur cet événement qui s'est produit il y a tout juste un siècle, qui a commencé il y a un siècle, jour pour jour, et dont les commémorations posent problème. Et puis nous recevons l'historien Michel Marian. Merci d'être des nôtres. Bonjour. Vous avez beaucoup travaillé sur cette réalité du génocide arménien. Vous allez nous en parler avec ses prolongements, ses comparatifs historiques. Peut-être peut-on, si vous voulez bien, tout d'abord, revenir sur ce qui s'est passé au cours des dernières heures, donc à Erevan, la capitale, avec ces commémorations. On voit ici une foule importante, on voit ici ces anonymes venus se recueillir sur ce génocide qui s'est produit il y a donc tout juste un siècle. François Hollande, l'un des rares chefs d'État occidentaux à avoir fait le déplacement à Erevan, avec Vladimir Poutine, lui aussi présent sur place, pour commémorer cet événement. On remarque les présences, on remarque aussi beaucoup les absences, puisque aucun autre chef d'État, en dehors de la Serbie, en dehors bien sûr de l'Arménie, n'avait fait le déplacement pour cette commémoration. Alors peut-être avant d'ouvrir le ou les débats autour de cette commémoration, Michel Marian, est-ce que vous êtes surpris par la façon dont, un siècle après, le débat se pose encore autour de ce passé qui ne passe pas ? Mais je ne suis pas surpris dans la mesure où depuis 50 ans que les Arméniens ont transformé leur demande de justice transformé ou précisé en demande de reconnaissance internationale du génocide. On voit bien que ça bloque du côté des gouvernements turcs. Depuis 10 ans qu'un autre type de pouvoir est présent en Turquie, a priori plus distant quand même que ne l'étaient les kémalistes. Les islamistes modérés actuellement. Les islamistes modérés, les choses se sont... il y a des choses qui se sont ouvertes, dégelées au niveau de la parole. Néanmoins, il y a ce blocage. On y reviendra, je pense, sur le mot. Donc, je ne suis pas surpris que le contraste entre le 100e anniversaire et le blocage du gouvernement turc ait suscité une telle tension. Alors, revenons, si vous voulez bien, sur les faits. Voici ce qui s'est passé historiquement il y a donc tout juste un siècle. Depuis des siècles, dans l'Empire ottoman, musulmans et chrétiens vivaient côte à côte. Dans les villages d'Anatolie, mais aussi dans la capitale Constantinople, où les marchands, les artisans et les intellectuels arméniens étaient appréciés. La Première Guerre mondiale met fin à cette harmonie. Les Turcs, alliés aux Allemands, subissent de cuisantes défaites. Les Arméniens sont accusés d'aider l'ennemi russe. Le général turc Enver Pacha utilise ce prétexte pour lancer les massacres. Le 24 avril 1915, à Constantinople, des notables arméniens sont arrêtés et pendus. La guerre sainte est déclarée. Pour le régime ultranationaliste, seule une Turquie musulmane et pure peut triompher. Le génocide commence par des rafles dans la capitale. Il est suivi de pogroms en Anatolie centrale et des noyades dans la mer Noire. Pendant tout l'été 1915, c'est l'exode forcé vers les déserts de Syrie et d'Irak. Voici l'un des derniers survivants. Le petit garçon de la photo a aujourd'hui 106 ans. Il raconte que quand les voisins musulmans sont arrivés armés dans son village, il s'est enfui sur une plage proche. Un navire français qui patrouille dans la zone repère le groupe terrorisé. Les soldats accostent et leur viennent en aide. Quand j'ai pu revenir vers mes maisons avec les soldats français, la porte était ouverte. Les Turcs étaient partis, alors je suis rentré. Tout était encore intact. J'aurais demandé où est papa. On m'a répondu qu'il avait été égorgé. Et j'ai demandé où est le reste de ma famille. On m'a dit qu'ils avaient été égorgés aussi. Les 7 uniques survivants sont emmenés par les Français, loin des persécutions qui continuent. Dans les villages, les hommes sont systématiquement exécutés. Les femmes et les enfants sont contraints à de longues marches de la mort. Tout est planifié pour en éliminer un maximum en cours de route. Viols, assassinats, épuisement, le froid et la faim achèvent les survivants dans ces camps improvisés.
En tout, 1,5 million d'Arméniens sont ainsi exterminés. L'année dernière, la Turquie a présenté ses condoléances aux familles des victimes, mais elle n'a jamais reconnu le premier génocide du XXe siècle. Voilà pour les faits. Nous recevons donc l'historien Michel Marian, français d'origine arménienne. Sophie Malibaud, première question. Michel Marian, vous revenez de Turquie, vous n'étiez pas à Erevan, mais vous avez pu vivre ces commémorations dans la partie turque. Je voudrais savoir ce que vous pensez de ce centenaire. Est-ce que pour vous ça fera date? Est-ce que ça va être... vous avez vécu les 24 avril depuis votre jeunesse, une date particulière. Est-ce que cette date de 2015 marquera l'histoire? Alors, je pense que ça fera date pour deux raisons. D'une part, en Turquie, malgré la tension diplomatique extrême entretenue par le gouvernement turc en réponse à un certain nombre de déclarations importantes qui ont eu lieu, celle du pape, celle du président allemand, malgré cela, les commémorations qui existent depuis 5-6 ans à Istanbul et dans quelques endroits aussi en Turquie, se sont tenus, ont même accueilli plus de monde que d'habitude. Donc il y a un aspect d'irréversibilité et ce simple fait, irréversibilité dans une période de tension beaucoup plus grande que les années précédentes, c'est important parce que ça montre quel sera le visage de l'avenir, c'est-à-dire un visage de reconnaissance obligée, progressive. Et puis ça fera date aussi à cause de ces, en dehors même de la Turquie, à cause de ce que je rappelais, c'est-à-dire la déclaration du pape, la déclaration du président allemand. Qui ont parlé de génocide. Oui, ils ont parlé de génocide, mais ils l'ont dit aussi avec des mots qui mettent le sujet à sa vraie hauteur morale. Hein. Christophe Ayat, Le Monde. Michel Marian, vous parliez d'avancée. Est-ce que, en revanche, il y a une forme de déception par rapport à la position des États-Unis? Barack Obama, lorsqu'il est candidat, fait campagne sur le fait qu'il va reconnaître un génocide, et puis il semble qu'il ait quand même tout fait pour éviter ce mot Alors, dans ses déclarations. Oui, bien sûr, il y a une déception. Encore une fois, je répète, je pense que ce qu'a dit le pape et ce qu'ont dit le président allemand sont d'une certaine façon beaucoup plus porteurs d'avenir pour la reconnaissance du génocide que n'importe quel mot prononcé même par un président américain qui aurait certes signifié un isolement encore accru de la Turquie si le mot avait été prononcé. Maintenant, Barack Obama, il lui reste encore 1 an, il va recevoir le président arménien dans 3 semaines. Peut-être que le fin mot n'est pas dit. Peut-être qu'il n'a pas voulu charger la barque qui était déjà très très chargée, puisque c'est quand même une sorte de désastre moral ce qui est arrivé à la Turquie dans la semaine qui vient de se passer, enfin au gouvernement turc en tout cas, et il a donc je sais pas, peut-être pris un certain nombre de mesures plus confidentielles qui ont été annoncées au ministre des Affaires étrangères turc. Il y a peut-être une demande d'un jeu d'échange, d'avancée qui sinon sera suivi peut-être de déclarations plus fermes. Et comment vous interprétez le fait que le président russe, Vladimir Poutine, lui non plus, bien que présent aux commémorations à Erevan, n'a pas prononcé le fameux mot de génocide? Là, on entre dans l'ambivalence, c'est-à-dire autant pour le gouvernement turc ça a été un désastre moral, autant pour les Arméniens et leur gouvernement ça a été, disons, simplement un demi-succès. Le demi-succès, c'est, vous l'avez rappelé en montrant le reportage, hormis François Hollande, les présidents qui sont venus, c'était quand même pas, je veux dire, je mets à part le président chypriote, mais c'est à cause des relations très difficiles avec la Turquie. Mais les autres n'étaient pas l'incarnation, disons, d'une cause morale qu'on aurait pu souhaiter. Alors évidemment, ça, c'est quand même pas un échec pour le gouvernement arménien dans la mesure où il y a eu 60 représentations diplomatiques, c'est-à-dire 3 fois plus de pays que ceux qui ont connu le génocide. Peu de chefs d'État et de gouvernement. Mais effectivement, et seulement cela. Bon, est-ce que ce mot génocide, qui d'ailleurs n'existait pas à l'époque où il a été commis, en 1915... Il date de 1944. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il implique en dehors d'une reconnaissance morale? Cette demande, elle est morale, elle est symbolique ou elle est matérielle? C'est-à-dire que du moment qu'il y a un génocide reconnu par l'ONU ou plusieurs grandes puissances, l'Arménie va demander des réparations. Alors, elle est d'abord morale, de façon très claire, c'est que ce mot, indépendamment du fait que
techniquement, il coche toutes les cases des critères du génocide, et ça n'est pas un hasard puisque Lemkin, qui l'a inventé, avait l'exemple arménien en tête. Mais indépendamment de ça, c'est, disons, je reprends l'expression de Jacques Semelin que je trouve formidable, c'est le tombeau qui manque au peuple arménien, c'est-à-dire à tous ces gens qui ont été conduits à l'exténuation ou massacrés directement dans le désert. Le mot génocide, c'est ce qui peut effectivement donner la vérité de l'ampleur de ce crime. Maintenant, évidemment, il y a de la part des Arméniens l'idée que c'est un concept d'allure juridique et que donc il pourrait ouvrir à des procès. Il me semble que pas de procès pour génocide. C'est pas possible parce que il y a le fait que les criminels sont morts depuis longtemps. Or, le mot génocide, c'est pas pour incriminer des États, c'est pour incriminer des individus qui ont utilisé leur pouvoir d'État pour commettre des crimes de masse. Donc ça, c'est exclu. Le reste, c'est les aspects de réparation individuelle ou même collective au sens culturel, restitution de patrimoine à l'Église, tout ça. À la limite, ça n'a même pas besoin de génocide pour être assis juridiquement. Donc moi, je crois que c'est très important que ce génocide soit reconnu à la fois pour la consolation des Arméniens et en même temps parce que c'est une figure du mal qui n'est pas la même que celle de la Shoah, qui n'est pas la même que celle du stalinisme, ni même du Rwanda. Donc il y a besoin, on s'en rend compte avec les échos aujourd'hui au Proche-Orient, on a besoin que ça rentre dans la mémoire de l'humanité, ça c'est sûr. Et le mot est déterminant pour ça, le mot même. Oui, je pense que le mot est déterminant parce que il inclut tout ce qui s'est passé en 100 ans, c'est-à-dire toute la résistance à ce que cette destruction de masse programmée ait été reconnue comme telle. Je vais vous interrompre un instant, peut-être pour redonner à nos auditeurs et téléspectateurs la définition du mot. C'est une extermination physique, intentionnelle, systématique et programmée. Donc pour vous, ce qui s'est passé il y a un siècle répond à cette définition. C'est pas seulement pour moi, je pense que tout le monde le savait au moment où ça s'est passé. Les termes qu'utilisaient, même Jaurès, mais même les consuls allemands d'un pays allié. C'est pour ça qu'on a la déclaration du président Gauck maintenant. Mais les consuls allemands disaient, au bout de 3 mois, nous avons compris que ce que visent les jeunes Turcs, c'est l'éradication de la race arménienne de la terre d'Anatolie. Tout le monde le savait. Ça a été oublié ensuite pour des raisons liées justement au souci du kémalisme de faire effacer ça diplomatiquement. Et puis, c'est revenu à partir des années 70 et c'est devenu une vérité parmi tous les champs de recherche, que ce soit les comparatistes des crimes de masse, que ce soit les historiens de la Première Guerre mondiale, que ce soit les historiens de la fin de l'Empire ottoman. Donc, c'est quelque chose d'établi. Et le président allemand, donc Joachim Gauck, qui prononce la corresponsabilité dans ce génocide de la part de l'Allemagne. Qu'est-ce que ça peut apporter à la cause arménienne? C'est extrêmement important parce que, d'une part, il le fait alors que personne ne le demandait explicitement. Certes, des chercheurs arméniens d'abord, d'Adrian, allemands ensuite, avaient mis en lumière le fait que si un pays avait pu arrêter ce processus génocidaire, c'était l'Allemagne, puisque la hiérarchie militaire allemande était sur place, parce que les consuls, je le disais, allemands ont prévenu leur chancellerie qui a préféré ménager son seul allié en Orient. Donc ça veut dire, l'Allemagne, moralement, c'est 2 choses. C'est le pays qui a fait son travail de mémoire sur la Shoah, et c'est le pays qui peut dire d'encore plus près ce qui s'est passé en 1915. Donc c'est vraiment, pour la position de négation du gouvernement turc, c'est une menace durable et permanente. Je reviens sur le 1915. Le génocide des Arméniens ne fait pas de doute. Il y a d'autres massacres dans les années qui suivent, notamment des communautés assyriennes, chaldéennes, des chrétiens d'Orient. Est-ce que cette dimension-là, on a l'impression qu'elle est passée complètement sous le radar dans ces commémorations? Oui, vous avez en partie raison. Elles font partie du génocide? De quel génocide? Est-ce qu'il y a un génocide assyro-chaldéen? Alors, en tout cas, il y a des massacres de masse commis contre les assyro-chaldéens, puisque généralement, les chiffres sont encore à préciser ou à valider, mais on dit que 2 tiers de la population arménienne d'Anatolie a été exterminée, un tiers de la population entre un tiers et la moitié de la population assyro-chaldéenne. Donc c'est des échelles qui sont effectivement des échelles génocidaires. Alors je suis pas historien spécialisé dans cette question, mais vous avez raison de dire que ça fait partie du processus. Autant par rapport à l'autre partie des chrétiens d'Anatolie qui étaient les Grecs, on sait que il y a eu des massacres, et puis ça s'est arrêté parce que les Anglais étaient pas loin, parce que etc. Autant du côté, les Syriaques étaient comme les Arméniens,
Arméniens au fond de l'Anatolie, personne ne pouvait les sauver, et ils ont effectivement subi, alors je ne sais pas si c'était un programme, mais en tout cas l'occasion pour le gouvernement jeune turc de l'époque d'une extermination aussi, oui. Est-ce que vous parleriez aujourd'hui d'un négationnisme d'État de la part de la Turquie ? Oui, j'en parlerai, mais je crois qu'il faut quand même être attentif quand on cherche à obtenir un changement de position, à voir ce qui est porteur de changement. Et il y a tout de même un changement entre l'attitude du gouvernement AKP depuis qu'il est au pouvoir, certains discours du gouvernement AKP et les positions... Les islamistes modérés. Voilà. Et les positions des gouvernements kémalistes des années précédentes. Antérieures. Bon, c'est-à-dire que le gouvernement AKP cesse, disons, en tout cas dans la majorité de ses discours, la bataille de chiffres sur « mais vous n'avez pas autant de morts que ce que vous dites », etc. Il cesse aussi l'invocation de l'alliance avec les Russes qu'auraient commise les Arméniens, qui auraient justifié, etc. Ou en tout cas, c'est beaucoup plus mineur dans son discours. Son discours dominant, c'est celui du partage des souffrances. Tout le monde a souffert, les musulmans des Balkans ont beaucoup souffert aussi, donc il ne faut pas isoler, hiérarchiser la souffrance arménienne. Comme si c'était les Arméniens qui avaient commis les crimes contre les musulmans des Balkans. Donc il y a un aspect qui ne va pas du tout, mais qui permet, dans un domaine qui est extrêmement difficile, pas seulement sur ce cas-là, mais partout dans le monde, c'est-à-dire la concurrence des victimes, la concurrence des mémoires, la nécessité à la fois de prendre en compte toutes les mémoires et en même temps d'avoir conscience de ce que c'est que la réalité d'un fait et donc son ampleur par rapport à d'autres faits. Et donc là, la décision de meurtre total d'un peuple, ça n'est pas la même chose qu'une guerre de libération nationale qui amène à effectivement des exodes et des massacres locaux. C'est pas la même chose. Mais effectivement, on peut concevoir qu'une fois que cette plaie arménienne sera pansée, PAN, on pourra aussi reconnaître que les musulmans qui ont suivi qui ont subi les contre-coups des libérations de tous les peuples balkaniques. Ça, c'est vrai. Et est-ce que vous pensez que, en fait, les réactions des autorités turques aux déclarations du pape ont été vraiment virulentes, ou est-ce qu'elles ont été d'une certaine façon relativement modérées ? Ah non, je les ai pas trouvées modérées. Je les ai trouvées virulentes à la mesure de la surprise qui a été la leur et qui s'est manifestée d'ailleurs par une sorte de plainte ou d'expression de dépit en disant mais il nous avait pas du tout dit ça quand il est venu en novembre, alors qu'en fait le pape avait dit en novembre qu'il attendait des petits pas, des petits gestes, et visiblement ces petits pas et ces petits gestes n'étant pas venus, il a fait comprendre que son attente était sérieuse. Oui, il a parlé des crucifiés, des brûlés pour leur foi. Alors oui, là c'est une question évidemment délicate. Il a changé un peu le regard sur le génocide arménien. C'était un regard jusque-là qui expliquait de façon assez laïque, voire positiviste, le génocide arménien, le passage d'un empire multinational à une nation monoethnique, la question du territoire d'Anatolie du Nord-Est qu'il fallait contrôler, etc. Mais évidemment, du coup, on oubliait le fait que dans le calcul des jeunes Turcs, même si eux étaient athées totalement, il y avait cette idée qu'ils pouvaient s'appuyer sur une participation populaire en réveillant la vieille haine et la récente envie de la majorité musulmane devant la réussite des minorités chrétiennes. Donc, en faisant le lien avec ce qui se passe aujourd'hui avec Daesh, il a rappelé ça, cette difficulté, semble-t-il, consubstantielle de l'islam au Moyen-Orient à accepter le passage à l'égalité civile et à la pleine appartenance à des nations, des minorités chrétiennes. Et ça, c'est vrai que ça fait mal. Michel Marian, autre surprise, je ne sais pas si vous étiez là-bas à ce moment-là, mais le quotidien Cumhuriyet titre le 24 en arménien, plus jamais ça. Est-ce que c'est quelque chose à quoi on pouvait s'attendre en Turquie ? Non, vous avez raison de rappeler ça. Ça, c'est vraiment le changement cette année, c'est ça. C'est-à-dire que jusque-là, il y avait ce qu'on appelle la société civile, c'est-à-dire les intellectuels démocrates humanistes, en rupture de kémalisme, mais en rupture aussi de toute appartenance politique presque. Et puis cette année, il y a deux choses qui font que il y a maintenant un acteur politique à l'intérieur de la Turquie qui reprend en charge ce besoin d'affronter la mémoire du génocide arménien. Le premier acteur, c'est le HDP, c'est-à-dire le parti
kurde, mais qui met dans son programme la reconnaissance du génocide. Et le deuxième, c'est l'évolution plus lente du parti d'opposition de gauche, dont Cumhuriyet est le journal, et qui a écrit Plus jamais ça, et qui a confié son éditorial à Raquel Dink, la veuve de Hrant Dink, donc une arménienne, épouse de celui qui a été assassiné. Oui. Voilà, nous allons sur l'antenne de TV5 Monde faire un point d'actualité, faire une pause dans un instant, saluer les auditeurs de Radio France Internationale que nous retrouverons à un autre moment. Donc, synthèse de l'actualité sur l'antenne, sur nos deux antennes réciproques, tout d'abord sur celle de TV5 Monde, et on vous retrouve. Retour à l'international, nous recevons aujourd'hui l'historien français d'origine arménienne, Michel Meyrens. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous parlons depuis le début de cette émission des raisons pour lesquelles la Turquie n'accepte pas le mot génocide, ne le reconnaît pas, ne le valide pas. Donc rien de ce point de vue-là au cours des commémorations de ce centenaire. Est-ce que vous imaginez que tôt ou tard, la Turquie devra parler de génocide? Ou est-ce que ça fait partie d'un interdit qui ne sera jamais levé? Je suis presque certain qu'elle devra le faire. Pour deux raisons. La première, c'est que les Arméniens ne renonceront jamais à ce mot. Il n'y a aucune raison qu'ils y renoncent, ni pragmatique, ni morale. Et la deuxième raison, c'est que la contestation monte vraiment en Turquie par rapport à cette question. Alors les sondages, ça vaut ce que valent les sondages, mais on a 9% de gens qui souhaitent que le gouvernement reconnaisse le génocide, plus 9% qui veulent qu'au moins il présente des excuses. Quand on fait le focus sur les jeunes de moins de 30 ans, on arrive à un tiers qui reconnaissent que c'est un génocide. Donc il y a une forme d'irréversibilité, mais cette irréversibilité, évidemment, elle connaît des à-coups politiques. Michel Marian, les Kurdes, ils ont été les exécutants du génocide. Ils sont aujourd'hui parmi les premiers à le reconnaître. Alors, ils ont été les exécutants, disons, ils ont été parmi les exécutants, parce qu'il ne faut jamais oublier que l'État ottoman était là, que les convois de déportés étaient encadrés par des gendarmes, et que soit les gendarmes eux-mêmes tuaient, soit ils laissaient venir les bandes les bandes effectivement qui souvent pouvaient être des bandes kurdes, mais pouvaient être aussi des repris de justice turcs qui avaient été organisés spécialement pour l'affaire. Alors avec les Kurdes, c'est tout à fait nouveau depuis quelques années. L'idée que le combat pour une démocratie qui accepte les différentes identités à l'intérieur de la Turquie et la mémoire du génocide arménien sont liées, c'est une idée qui est vraiment passée chez les politiques kurdes. Et maintenant, quand vous allez, moi j'étais la semaine dernière à Diyarbakir, qui est la grande ville du sud-est, la grande ville à majorité kurde, avec une municipalité kurde, eh bien, il est clair qu'il y a une place de la mémoire arménienne qui commence à exister. L'église a été rénovée, il y a des pèlerinages qui commencent à être organisés sur les lieux où les Arméniens ont été massacrés en masse. Il y a dans les bulletins de la municipalité des pages en arménien. Enfin, ce sont des choses étonnantes. Est-ce que ça ne peut pas être non plus contre-productif, c'est-à-dire que les Turcs, justement, dans leur opposition aux Kurdes, le fait que les Kurdes reconnaissent ce génocide, ça pourrait aussi contribuer à retarder le moment où les Turcs eux-mêmes accepteraient? Écoutez, là, je crois que ce sont des mystères qui nous échappent un peu. On pourrait dire juste l'inverse, c'est-à-dire que peut-être que les Turcs, parce que malgré tout, l'État turc est là, même dans ce qu'on appelle le Kurdistan. Les livres scolaires sont des livres qui dénient le génocide. Et bon, il n'y a pas, les Kurdes n'ont pas le droit de substituer d'autres livres scolaires. Donc on peut se demander s'il n'y a pas aussi le début d'une sorte d'expérimentation graduelle au Kurdistan de la reconnaissance de la mémoire arménienne. Christophe Ayad. Alors, on est dans un contexte quand même assez particulier. C'est-à-dire que vous avez en 2015, 2014, 2015, des massacres de masse ou un projet presque génocidaire qui a visé dans la région des populations qui ont été soumises à des massacres en 1915. Je parle notamment assyro-chaldéens, des yézidis, avec Daesh. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une sorte de répétition de l'histoire, mais avec d'autres acteurs, mais que les schémas sont les mêmes, c'est-à-dire que on massacre aux mêmes endroits, Deir ez-Zor, la Syrie, le nord de l'Irak, et finalement un certain nombre de populations qui sont assez proches?
Alors, un détail d'abord que je rectifie et après je réponds à votre question. En 1915, les Yézidis n'ont pas été l'objet de massacres, mais ils ont été justement parmi les protecteurs des Arméniens, notamment dans la région de Dersim. Et c'est pourquoi il y a quelque chose comme une amitié, une empathie des Arméniens envers les Yézidis qui est très forte et qui fait que le président arménien, l'été dernier, a annoncé qu'on allait en Arménie doubler les mesures d'accueil pour permettre aux Yézidis qui souhaitaient s'échapper en Arménie, de pouvoir le faire. Alors maintenant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a peut-être une difficulté globale qui est celle de la politique dans les États musulmans, dans les États de tradition culturelle musulmane, depuis la fin du 19e, qui est comment accepter une modernité qui suppose que des gens qui ont été pendant très longtemps considérés comme des citoyens de deuxième zone soient à égalité. Et on sait, il faut le reconnaître un peu, que cette égalité politique, s'accompagne souvent d'une supériorité économique. C'est très difficile à accepter, pas simplement en Turquie, mais dans beaucoup d'autres pays. Et c'est à l'origine d'offres politiques, comme on dit en sciences politiques, d'offres politiques qui peuvent être très diverses, mais qui presque toujours ont pour but de minoriser et d'exclure à différents niveaux d'exclusion ces populations non musulmanes. Alors l'offre politique des jeunes Turcs, c'était une offre laïque, progressiste, homogénéisation ethnique. Mais quand on dit homogénéisation ethnique, c'était sur une base religieuse, c'est-à-dire qu'ils supposaient que les Kurdes pouvaient eux s'assimiler parce que même religion. Et les autres, les Arméniens, on devait les éliminer parce que tant qu'ils resteraient chrétiens, ils seraient inassimilables. Certains pouvaient être convertis, surtout enfants. Et maintenant, on a des gens qui sont plus du tout laïcs ou quoi que ce soit. Daesh, c'est au contraire le retour au fanatisme médiéval, mais c'est autour de cette même question très difficile pour les États musulmans. Et en bref, et d'une manière peut-être un peu caricaturale, est-ce que vous avez l'impression qu'un siècle plus tard, on est en train d'assister à la fin des chrétiens d'Orient dans cette région-là ? La fin des chrétiens d'Orient, c'est sûr qu'il y a eu des saignées successives en 1915, 1933 en Irak, la guerre du Liban. Mais aujourd'hui, actuellement, vous savez, on le voit avec les Arméniens. Il y a des Arméniens islamisés qui ressortent, j'allais dire, des catacombes. On se rend compte qu'il y a beaucoup plus de traces de vie des Arméniens malgré le génocide que ce qu'on pouvait imaginer. Donc la disparition des chrétiens d'Orient, elle n'est pas encore pour demain. Quand vous entendez parler de Bachar el-Assad comme le protecteur des minorités, dont les chrétiens, comment ça résonne à vos oreilles, lui qui envoie des barils de TNT sur ces populations par moment? C'est triste à dire que effectivement, ce sont souvent des dictatures qui ont protégé mieux leurs ressortissants chrétiens que soit des régimes plus démocratiques entre guillemets, soit des mouvements venus spontanément de la base. Alors peut-être qu'au début il y avait une chance en Syrie qu'une opposition libérale démocratique puisse prendre en charge le respect des minorités, mais très vite on s'est rendu compte qu'elle n'avait aucun poids dans l'opposition. Alors peut-être à cause de la dureté de la répression d'Assad qui a amené une polarisation, mais maintenant il est vrai que les Arméniens ont du mal à comprendre une politique qui n'arrive pas à choisir entre Assad, qui certes a des crimes avec lui, mais n'a pas le projet d'éradication des populations minoritaires, et Daesh. Alors, en Syrie, puisqu'en Irak on a choisi. Ce conflit en Syrie, il jette aussi les réfugiés par centaines de milliers sur les routes du Liban ou même en mer, d'ailleurs en mer, pour essayer d'atteindre les côtes européennes. Qu'est-ce que vous pensez quand vous réfléchissez à la responsabilité d'accueillir, vous-même qui êtes un descendant d'une famille qui est arrivée en France après le génocide, qu'est-ce que vous pensez de la responsabilité des Européens dans l'accueil des réfugiés venant de Syrie ? Je pense que effectivement, il faudrait ouvrir beaucoup plus largement les bras à tous ces persécutés qui sont des persécutés pour cause politique.
qu'ils aient été ciblés comme appartenant à une minorité religieuse, ethnique ou comme opposants politiques. Il faudrait arriver à trouver des systèmes d'accueil immédiats et larges pour ces populations-là. Mais pour ça, il faudrait aussi un système, disons, à l'intérieur de l'Europe qui soit, j'allais dire, plus confiant entre États et qui ne laisse pas toujours les mêmes États, notamment, bon, on le voit bien, l'Italie, la Grèce, en charge, oui, en charge des arrivées massives. Vous êtes déçu de l'attitude des États européens à l'heure actuelle? Ah ben oui, bien sûr, c'est décevant, puisqu'on a d'un côté des déclarations politico-morales extrêmement dures, à juste titre, contre les crimes contre l'humanité qui sont commis, et en même temps, on a une politique de porte aux 3/4 fermée. Christophe Hayat, Le Monde. Je revenais à ce que vous disiez sur sur Bachar el-Assad. Comment François Hollande est perçu dans la communauté arménienne? Parce que je peux proposer, justement, puisque vous parlez de François Hollande, qu'on écoute les propos qu'il a tenus à Erevan lors de cette commémoration. Ça nous permettra ensuite, peut-être plus précisément, de répondre à la question de Christophe Hayat. La France lutte contre le négationnisme, le révisionnisme, l'effacement des preuves, parce que répéter les massacres que d'ignorer ou de feindre d'ignorer ce qui s'est produit dans l'histoire. Il y a en Turquie des mots et des mots importants qui ont déjà été prononcés. Mais d'autres sont encore attendus pour que le partage du chagrin puisse devenir le partage d'un destin. Christophe Hayat. Oui, alors, François Hollande est peut-être le président qui va aujourd'hui le plus loin vers la reconnaissance du génocide des Arméniens, mais en même temps c'est celui qui va le plus loin contre Bachar el-Assad, qui est plutôt bien perçu dans la diaspora arménienne pour protéger les Arméniens de Syrie notamment. Comment vous jouez, enfin comment on fait avec cette contradiction-là? Bon, je pense que pour les Arméniens, surtout après cette semaine de climax sur les cérémonies de commémoration, ils ne tiennent pas rigueur à François Hollande d'être le plus anti-Assad. Peut-être que ça aurait été différent si l'armée française a été vraiment intervenue comme elle a eu l'intention de le faire et que Obama l'a arrêté peut-être 2 heures avant qu'elle parte frapper. Faire tomber, voilà. Bon, mais dans la mesure où cette question ne se pose plus, il y a juste cette idée que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, que c'est une politique de gribouille. Si on a vraiment un ennemi principal, c'est cet ennemi principal qu'on attaque. Bon, mais pour le reste, il y a de longue date entre la France et la classe politique française, les Arméniens de France et la classe politique française, une sorte presque d'idylle, d'histoire d'amour, particulièrement avec les socialistes. Il y a eu la première vague en 81, il y a eu la deuxième vague avec Jospin et la loi de reconnaissance, et puis il y a François Hollande maintenant. Ce qui fait que toutes les subtilités qu'il peut y avoir dans le discours de François Hollande qu'on a entendu là, qui consiste à dire, à avoir comme horizon le partage d'un destin, donc entre Arméniens, Turcs, éventuellement Azerbaïdjanais. Il y a d'autres subtilités. Celle-là, qui pourrait ne pas faire plaisir totalement à ce qu'il y a de plus, aux attitudes réflexes de la communauté arménienne, on n'insiste pas là-dessus. On les passe, on arrondit un peu les angles pour retenir ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire le seul président qui ose, malgré des liens diplomatiques et économiques forts avec la Turquie, qui ose dire la vérité. Vous pensez que ça peut prêter à conséquence, justement, entre la France et la Turquie? J'ai l'impression que non. C'est-à-dire que les menaces qui avaient eu lieu par rapport à des formes de boycottage économique, tout ça que la France avait subi à l'époque du projet de loi de pénalisation du négationnisme. Oui, qui est passé en 2001. Voilà, non, en 2012, de pénalisation du négationnisme. Qui a été cassé par le Conseil constitutionnel. Et qui a été cassé par le Conseil constitutionnel. Tout ça a un peu disparu, c'est-à-dire qu'il y a comme une sorte à la fois d'autonomisation des liens
qui existent, France-Turquie notamment sur le plan économique, et de l'autre côté, la Turquie ne sait plus où donner de la tête en termes de menaces et de rétorsions, puisqu'on a le pape, puisqu'on a l'Autriche, on a l'Allemagne. Ça sera la condition sine qua non, par exemple, pour faire avancer le dossier européen, pour entrer dans l'Union européenne. Vous pensez que ce sera l'occasion? Je crois que là, c'est clair. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie des critères explicites, des critères de Copenhague, mais déjà, on sentait venir au moment où la question de l'adhésion turque était une question, j'allais dire, réelle, pas imminente, mais réelle dans les années 2006, 2007, 2008. On voyait bien que l'intérêt dans d'autres pays européens que la France pour le génocide arménien allait croissant. Maintenant, il a franchi ce cap moral que j'indiquais tout à l'heure, bien symbolisé par le pape et le président allemand. Donc ça paraît évident que désormais c'est lié. Si la question se repose, parce qu'aujourd'hui elle est peu posée. Elle est endormie. Michel Marian, vous connaissez bien la Turquie. Où va ce pays? On a l'impression que ces dernières années, on a parlé de projets néo-ottomans, de fait de tourner le dos à l'Europe, de se recentrer vers le Proche-Orient. Où va la Turquie? Elle s'éloigne de l'Occident. Mais je pense qu'elle ne le sait pas très bien elle-même. Il y a eu un moment où la référence au néo-ottomanisme était une référence qui pouvait agréger plusieurs choses. D'une part, le fait d'être champion comment dire, d'un mouvement des pays arabes vers la démocratie, le fait d'avoir une puissance émergente qui rentrait dans le G20 et qui pouvait comment dire, avoir le lustre qu'avaient les Ottomans. Et puis tout ça a un peu fléchi. Il reste quand même la prospérité. La prospérité, elle est là. On voit bien un pays qui se développe et ça joue. Oui, ça joue quand même beaucoup en faveur du président Erdogan. La doctrine de son premier ministre Davutoglu en termes de néo-ottomanisme, elle est selon les jours elle permet de l'ouverture ou au contraire de la régression. Mais il n'y a plus de projet directeur. Il y a eu la déception après les printemps arabes a été très forte. La politique du zéro problème avec les voisins n'est plus vraiment d'actualité. Donc, il y a une recherche d'identité, oui. Et la question se pose également à l'égard de l'Arménie elle-même, donc ancienne république soviétique devenue indépendante en 91. Où va ce pays? On sait que le solde migratoire, par exemple, est négatif, c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui quittent le pays que de gens de la diaspora ou d'autres qui rentrent dans ce pays. C'est que le pays ne se porte pas très bien et qu'il n'offre pas une vision d'avenir? Alors, je crois que là, vous avez dit beaucoup de choses. C'est exact que le solde migratoire est négatif et que pour un peuple qui est toujours au bord de la survie, malheureusement, l'indépendance telle qu'elle a été vécue n'a pas apporté cette garantie ultime de survie, puisqu'il y a cette menace qui pèse. Alors là, les cérémonies du centenaire ont permis au président Sarkissian de redonner un peu de lustre aux yeux de sa population. Et il a aussi fait une sorte d'inflexion tactique, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans les derniers jours, c'est-à-dire après avoir tenu un discours très dur vis-à-vis de la Turquie, notamment fin janvier, en rappelant le traité de Sèvres qui implique des réparations territoriales. Donc ça, il y a rien de pire pour bloquer la Turquie. Et à la toute fin, quelques jours avant le 24 avril, il a dit mais nous sommes pour le retour au protocole qui avait été signé en 2008 et était resté sans objet. Nous sommes pour l'ouverture sans précondition de discussion avec la Turquie, ce qui voulait dire sans la précondition de la reconnaissance du génocide, et ce qui effectivement est une sorte ça a été qualifié de main tendue à la Turquie, c'est-à-dire vous avez perdu la bataille du centenaire, mais maintenant on est prêt à parler avec vous, et on est prêt à parler avec vous de la seule chose qui importe à ce groupe dirigeant de l'Arménie qui est là au pouvoir depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire du Karabakh. Vous-même, en vous présentant tout à l'heure, je précisais, Michel Marian, que vous êtes français d'origine arménienne. Et cette présentation, vous me disiez il y a quelques années, je l'aurais pas forcément accepté. Lorsqu'on est soi-même de la troisième génération, qu'on porte cette histoire, vous n'êtes pas que cela, bien évidemment. Vous êtes complètement français, parfaitement partageant l'ensemble des valeurs de ce pays. Comment est-ce qu'on porte cette histoire-là, qui n'est toujours pas résolue?
pour les gens de votre génération? C'est votre arrière-grand-père, je crois, qui a été tué dans ces massacres. Comment est-ce qu'on le porte au quotidien? Mais on a une obligation morale de transmettre le flambeau à la fois d'une identité qui a été niée jusqu'à être détruite, et en même temps d'un moment d'histoire dont on pense qu'il est essentiel à la compréhension du monde qui nous entoure et auquel on doit contribuer à donner une place. Donc ça veut dire que à partir d'un certain moment dans l'histoire, au moment où cette cause se réveille, où cette revendication s'affirme, ce qui veut dire dans les années 75, 80, 85, on n'est pas très content de la qualification français d'origine arménienne, parce que on voudrait quelque chose de plus fort, de plus substantiel, franco-arménien, quelque chose comme ça. Et puis, avec le temps, on se rend bien compte quand même que la réalité, elle est là, c'est-à-dire que même si on a ce sujet arménien très fort, très votre langue maternelle, rappelons-le. Oui, très fort, très prégnant au cœur, les réflexes qu'on a, les valeurs qu'on a sont complètement structurés par la culture française et la vie en France. Ouais. Ça pèse donc fortement sur cette troisième génération. On en parle aujourd'hui parce qu'il y a cette commémoration du centenaire. Au-delà de ça, est-ce que cette question ne risque pas doucement de s'atténuer? Écoutez, j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que bien sûr, il y a toujours, mais c'est ça qui forme un stimulant, cette bataille un peu désespérée pour garder aussi substantielle qu'elle l'était la transmission de la vraie culture arménienne, mais cela est impossible. Et donc l'identification par autre chose, c'est-à-dire le rapport à la mémoire, la bataille morale, les liens maintenant, c'est ça la nouveauté aussi, les liens retrouvés avec l'Arménie, et enfin l'intérêt pour le retour en Turquie, pas sous forme de récupération de terres, mais sous forme d'échange avec des gens qui, de leur côté, à partir de leur propre mouvement, je pense aux Turcs qui reconnaissent le génocide, s'intéressent à la question arménienne, tout ça fait assez pour nourrir un nouveau type d'identité. Est-ce qu'il y a un traumatisme sur cette génération, comme on l'a dit, pour les descendants de la Shoah? Oui, bien sûr, il y a un traumatisme, et ce traumatisme, il se manifeste dans le fait que la blessure est toujours à vif quand il y a des paroles, on dit de négation en général, mais disons de façon plus large, des paroles un peu indécentes par rapport à la souffrance qui s'est produite. Or, malheureusement, le président turc actuel est un peu champion du monde de cette indécence dans la façon dont il s'exprime. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez toute liberté de circuler où vous voulez en Turquie? Non. C'est-à-dire, si je veux me présenter comme arménien, dire pourquoi j'y vais, qu'est-ce qui me motive, quels sont mes intérêts, à ce moment-là, je peux aller à Istanbul, je peux aller sûrement je ne l'ai pas fait, sur des villes de la côte égéenne, Izmir ou d'autres. Je peux aller, c'est ce que j'expliquais, dans les territoires kurdes. Mais je ne peux pas aller encore sur les terres d'origine de mes ancêtres, j'allais insister, mes ancêtres à moi, qui sont dans le nord-est, c'est-à-dire Erzurum, sur les contreforts de l'Ararat, où là, disons que les courants nationalistes sont encore très forts. Enfin, je peux y aller comme touriste sans dire qui je suis, mais moi je veux y aller en disant qui je suis. Moi, je voulais revenir un peu sur l'Arménie. Les Arméniens de la diaspora n'entretiennent pas du tout le même rapport avec l'Arménie que, par exemple, les Juifs avec Israël. À quoi c'est dû? Est-ce qu'il y a une sorte d'échec de l'État arménien, de la nation arménienne, à incarner le refuge de tous les Arméniens? Oui, vous avez raison. Alors, il faudrait regarder historiquement si Israël a tout de suite été pour toutes les communautés juives le référent. Il y avait des partis qui étaient contre, le Bund, enfin bon, c'était ça, même Israël, ça, et malgré la Shoah, ça, je crois que ça s'est installé un peu progressivement. Là, ça s'installe encore plus progressivement mais pour les jeunes qui sont moins politisés, je dirais, c'est quand même une évidence que l'Arménie est une référence. On va faire baptiser ses enfants en Arménie, on va se marier en Arménie, enfin bon, il y a l'onction un peu de l'huile sainte qui est présente. Ce lien demeure, mais politiquement, c'est très décevant. Michel Marian, merci d'avoir accepté d'être notre invité aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes historien, vous avez beaucoup écrit et enseigné sur le génocide arménien. Votre dernier livre, De la mémoire outragée à la mémoire partagée. Et donc, voilà, je répète, français,
d'origine arménienne, puisque vous avez accepté pour cette émission que nous vous présentions ainsi. Merci d'avoir été avec nous. Nous nous retrouvons sur les antennes de RFI de TV5 Monde pour une prochaine émission. D'ici la bonne lecture du quotidien Le Monde, notre partenaire.